Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une revue du jeu Machina Arcana. Donc c'est un jeu dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. J'avais fait une petite partie, alors une partie de découverte. Pour moi, c'était une partie pour me familiariser avec les règles après les avoir lues. C'était une partie où j'avais juste sélectionné un explorateur, vraiment pour me familiariser avec les mécaniques, puis j'avais décidé de filmer ça. Et il se trouve que ce jeu-là, vous allez bientôt pouvoir vous le procurer. Alors, il y a une campagne en fait, j'arrive un petit peu tard. Il y a une campagne qui est en cours, qui a duré un mois et qui se termine le lundi 8. Donc si ça se trouve, cette vidéo sort le lundi 8 et la campagne se termine à 17h et ce sera un peu trop tard. Si jamais c'est pas le cas, bon bah vous allez pouvoir vous faire un petit avis peut-être supplémentaire avec cette vidéo pour savoir si vous baquez ou pas. Et puis cette campagne, c'est une campagne sur Game on Tabletop qui est faite par Matago, donc la boîte qui s'occupe de localiser le jeu en français. Je me suis pas renseigné, mais il y a fort à parier que ce jeu il sera disponible plus tard en boutique, comme ils l'ont fait pour Summoner Wars ou d'autres jeux. Maintenant, il y a pas mal de boîtes comme Lucky Duck ou bien Matago qui commencent, voilà, pour des jeux comme ceux-là. Il y a d'abord en fait un premier lot qui vient dans une campagne participative et après c'est disponible en boutique. Sachant que sur cette campagne, vous avez l'option 50-50, comme il l'avait déjà fait, de payer 50% en fait au moment de la campagne et puis les 50% ce sera dans votre boutique parce qu'il y a des boutiques partenaires, d'accord. Comme ça, et Matago en profite et la boutique en profite, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'option de commander à 100% et auquel cas, si jamais vous commandez, enfin vous financez complètement le jeu ou le jeu avec ses extensions dans cette campagne-là, vous allez recevoir votre boîte dans la foulée. Ça veut dire que les boîtes elles sont déjà imprimées en fait. Toutes les versions sont imprimées et pour ceux qui sont partenaires avec les boutiques, eh ben, elles seront disponibles dans les boutiques juste après la fin de la campagne, donc juste après là maintenant le lundi 8 août. Donc je pense qu'ils ont déjà imprimé pas mal d'exemplaires et donc il y a forcément un surplus déjà pour diminuer les coûts de production, etc. qui se retrouvera en boutique. Donc voilà, pas de panique je pense. Même si, comme je vous le dis, je ne me suis pas renseigné. Si ce jeu-là, vous pouvez encore le baquer parce qu'il vous intéresse, vous pouvez le faire. Puis si vous avez loupé la campagne, soit sur la boutique en ligne de Matago, soit à travers différentes boutiques, je pense que bientôt il y aura une opportunité pour l'acheter. Et puis du coup, voilà, c'était une bonne occasion de faire cette revue parce que moi, entre la partie découverte que j'ai faite et puis maintenant, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec des potes. Et donc j'ai un petit peu plus d'expérience, enfin j'ai plus d'expérience pour en faire une revue. J'ai pas envie d'être trop redondant avec ce que j'avais peut-être pu évoquer dans des vidéos précédentes sur ce jeu-là, donc ce sera peut-être une vidéo, hormis cette intro, qui sera plus synthétique. Donc je vais parler des mécaniques, enfin je vais décrire un petit peu les concepts de ce jeu-là, sans aller dans le détail des règles. Le but c'est d'essayer de transmettre un petit peu le genre de sensation que peut procurer ce jeu-là, et puis je vais essayer de synthétiser en fait à la fin de la vidéo quelles sont mes impressions en fait. Alors pendant que donc ça c'est les deux extensions qui sont disponibles, donc le tout est disponible en français, sachant que ça c'était la deuxième, ça c'était la troisième, et puis que le jeu je crois qu'il est terminé, hein. Alors faut jamais dire jamais, hein, c'est pas exclu qu'à un moment il y en a une prochaine qui sort, mais voilà, donc là c'est la totale. Et puis tout se range dans cette boîte là, et puis pendant que je déballe un petit peu du matériel, je vais déjà vous parler grossièrement un petit peu de ce jeu-là, à qui s'adresse pas, dans un premier temps, mais de façon très macro. Alors Machina Arcana, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. Je vais parler plus tard, en fait, quand je donnerai mon feedback à la fin du sweet spot, en fait, concernant le nombre de joueurs. C'est dans un univers qui est moitié Lovecraftien, moitié steampunk. On va dire que le côté Lovecraftien, vous le retrouvez parce que c'est l'ambiance en fait des textes qui sont très Lovecraftiens, qui font référence à des ambiances du mythe, et à travers le bestiaire, comme ici on a un rejeton de Gatanotoa, donc ça c'est un grand ancien.
Voilà, on peut avoir des Shoggoths, des Iciens, donc à travers le bestiaire qui, lui, est complètement Lovecraftien. Le côté steampunk, lui, on l'a à travers l'esthétique de certains composants, que ce soit l'habillage, en fait, des plateaux joueurs, ou bien les tuiles. Donc les tuiles, elles représentent en fait des portions de donjons qu'on va explorer. Donc il y a un côté très très mécanique comme ça, steampunk. Ou bien à travers l'esthétique des personnages, par exemple, typiquement, qu'on peut incarner. Qui est dans une esthétique très steampunk. Ou de l'équipement qu'on va pouvoir s'équiper. Par exemple ici, flambeur de flux. Voilà, il y a des armes un petit peu énergétiques comme ça, avec un design très steampunk. Voilà. Donc ça mélange un petit peu ces deux styles-là. Et puis c'est un jeu, toujours pour être très grossier, qui est, je vais dire, assez tactique. C'est un jeu qui est un petit peu un mélange de... c'est un Ameritrash. C'est un Ameritrash tactique, on va dire. Voilà. Je pense que c'est une définition qui correspond. Je vais plutôt prendre les cartes de niveau 1. C'est une description qui correspond assez bien au jeu. Donc, vous allez le voir dans les règles que je vais décrire. C'est surtout un jeu dans lequel vous allez essentiellement accomplir des actions de déplacement, de combat, et puis d'interaction avec certaines cases, en fait. C'est un jeu assez tactique, au sens où un Gloomhaven peut être assez tactique, par exemple. Donc c'est pas un jeu qui procure beaucoup de sensations de dungeon crawler, je trouve. Même si certains pensent qu'on peut le catégoriser comme tel. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite où je faisais un petit peu une partie de test. C'est un jeu dans lequel la part de le côté exploration est pas forcément... Le côté aventure, le côté exploration est un petit peu... en dessous de l'aspect tactique et combat, en fait. Et puis, c'est pas un jeu qu'on pourrait qualifier pour moi de jeu narratif. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, parce que ici vous avez tous les scénarios, sachant que dans la boîte de base vous avez 3 scénarios. Dans cette deuxième extension, vous en aviez 2, et puis dans la dernière, si je me rappelle bien, il y en a 3. Donc, c'est des scénarios, il y a du fluff, donc il y a une histoire qui se déroule, mais pour autant, je pense que c'est pas un jeu qu'il faut considérer comme un jeu narratif. Il faut vraiment le considérer comme un dungeon crawler tactique. Voilà. Ça, c'était pour être très très macro sur la description du jeu. Alors, quand vous voulez jouer, quand vous voulez faire une partie de Machina Arcana, vous allez choisir un scénario parmi tous ceux que vous possédez. Vous allez le placer ici, en fait. Donc, le scénario, chaque fois... Pardon, vous allez le placer ici. Désolé. Le scénario vous décrit parfois certains éléments de mise en place. Donc par défaut, il y a un certain nombre de pistes à initialiser. Donc là, le set, la piste de génération de monstres. Donc on met ça sur le set ici. Je vais décaler un petit peu parce qu'on voit pas très très bien. Hop, comme ça. Donc le set, je mets le set ici. Là, pour les horreurs, le compteur il est à 4. Je mets le 4 ici, et puis ça c'est la menace, normalement vous commencez à 1 au plus bas, et puis ça c'est le niveau de danger, vous commencez à 1, voilà. Et puis, il faut... les tuiles en fait ont des petits symboles, comme ça, des petits losanges qui sont en gros, qui définissent par où on rentre en fait dans la tuile.
Et puis vous allez placer tous vos investigateurs, enfin ici on les appelle des explorateurs, sur des cases adjacentes ou bien sur des cases d'entrée. Voilà. Donc vous effectuez votre mise en place, vous choisissez en fait un explorateur, donc ça c'est votre fiche d'explorateur. Vous avez également un certain nombre de points à initialiser, donc vous allez pour celui-là mettre, bon, ils ont tous en fait, ça c'est votre vigueur. Vous allez mettre votre vigueur à 6, lui il commence avec 6 points de vie, donc il est au max aussi, et puis ben, l'essence, il va commencer à 0, mais en fait ils ont tous des compteurs max. Et puis, les explorateurs que vous choisissez, ils peuvent être de différentes classes, ça peut être des combattants au corps à corps, des combattants à distance, ça peut être des mystiques ou des artisans. On va dire qu'ils ont certaines prédispositions par rapport à du matériel qu'ils peuvent acquérir. En fait, il y a 4 pioches de matériel. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Et puis après, l'objectif, c'est quoi? C'est de dérouler tous les chapitres du scénario. Donc chaque fois que vous accomplissez en fait un chapitre, donc c'est un chapitre, c'est chaque fois quoi? C'est du texte en fait qui vous explique l'histoire, qui vous explique ce qui se passe, donc c'est du fluff, les objectifs à accomplir, et puis chaque fois on a en vis-à-vis une image qui reflète un petit peu ce qu'on fait. Je vais encore reculer un petit peu ça. Voilà. Donc typiquement, quand vous aurez accompli cet objectif, vous allez tourner ça. Et puis ici, vous aurez peut-être des nouvelles mises en place à faire ou pas. Un certain nombre d'objectifs à réaliser, soit un objectif par défaut, soit des objectifs bloquants en fait à réaliser. Chaque fois le texte, et puis au dos du précédent, vous avez la nouvelle image qui correspond en fait à l'ambiance qui est décrite. Et puis donc il faut dépiler tous les chapitres, puis quand vous arrivez à la fin, vous avez un chapitre final, on va dire en gros, et puis si vous arrivez en fait à accomplir l'objectif du chapitre final, vous avez gagné. Voilà. Au niveau des phases, c'est assez basique en fait. Vous avez une feuille ici qui vous récapitule toutes les phases, elle est très très bien faite, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, l'intérêt de cette feuille-là. Les phases, elles sont assez simples. Il y a une phase en fait des explorateurs où vous allez pouvoir accomplir un certain nombre d'actions. Les actions, elles ont un coût. Alors si vous regardez en fait, il y a un résumé au dos des livres des règles ici, d'interaction avec certaines tuiles. Et puis ici, il y a toutes les actions que vous pouvez accomplir. Mais en gros, ce que vous allez faire le plus souvent, c'est vous déplacer, attaquer, et puis, comme je l'ai dit, interagir en fait avec des cases qui sont particulières, comme celle qu'on voit ici, là, ouais, ou là. Ou là, ou là. Parfois, il y a des actions sur certaines cartes, en fait, également, que vous pouvez accomplir. Mais majoritairement, ce que vous allez faire, c'est ça, en fait. C'est vous balader dans ce donjon-là, que vous allez générer un petit peu aléatoirement. Et puis les actions, elles ont un coût. Et puis en fait, vous avez un certain nombre de points de vigueur. Ici, on va dire 6. Et puis avec ces 6 points, vous allez accomplir en fait les actions un petit peu comme vous voulez. Vous allez distribuer ces 6 points pour accomplir. Sachant que se déplacer d'une case, ça coûte 1 point. Donc vous pourriez vous déplacer de 3 cases. Attaquer un monstre, ça pourrait vous coûter, j'en sais rien. Ici, ce serait peut-être 2 pour faire une attaque de mêlée. Donc ça vous coûterait 3 points pour vous déplacer, 2 si jamais en fait il y avait un monstre qui était ici à côté de vous pour le taper, puis vous resterez en fait 1, avec 1 vous pourriez encore vous déplacer ou j'en sais rien. Un autre exemple, vous pourriez très très bien par exemple être ici, vous déplacer de 1, 2, 3 cases, et puis interagir avec cette case-là ou avec cette case-là. Ou avec cette case-là, voilà. Ça a un coût, interagir avec cette case-là, ça coûte 1 par exemple. Ici c'est un coffre, en fait, ça vous coûte 3. Voilà.
Les types de cases qu'on trouve sur cette tuile, c'est les mêmes types de cases qu'on va trouver sur toutes les tuiles, mais répartis un petit peu différents. La différence entre les tuiles, c'est l'esthétique juste graphiquement, ce que ça change. Et puis la configuration en fait des couloirs, des salles en fait, etc., des murs, et puis des cases d'interaction. Et puis les cases avec lesquelles vous allez pouvoir interagir, c'est la plupart du temps des cases qui vont vous permettre soit de looter des objets, donc ici vous pouvez vous équiper, soit de tirer en fait une carte, alors là j'ai pas pris le bon paquet, hop, une carte événement. Donc une carte événement, il y a du texte en fait qui a un petit peu de fluff, et puis l'effet. Et puis ça, on va dire que c'est quelque chose de positif. Ça peut être un effet qui est constant, ça peut être un effet one shot qui va vous donner un bonus. En gros, c'est des bonus pour les explorateurs. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça qui est une case qui nous permet de nous régénérer, donc de regagner de la vie ou bien un petit peu de vigueur. Et puis ça, c'est une case chapitre. C'est typiquement une case objectif, c'est-à-dire que parfois, quand vous n'avez rien qui est spécifié ici comme objectif, pour passer au chapitre suivant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut activer cette case chapitre. Donc il faut venir ici l'activer. Les cases, elles peuvent être activées une fois que vous les activez, vous posez des pions, comme cela. Et puis si vous activez la case chapitre, vous posez un pion allumé comme celui-là. Voilà. Donc, les explorateurs vont jouer les uns après les autres. Vous décidez en fait de l'ordre. Donc un explorateur joue, il se balade, il tape des monstres, il loot des objets, il peut réorganiser son inventaire. Un autre explorateur joue, se balade, fait la même chose, etc., etc. Et une fois que tous les explorateurs ont joué, il y a une phase de génération de monstres. Alors chaque explorateur va devoir jeter un dé. Et puis en fonction du résultat et puis du compteur ici, soit vous allez diminuer en fait ce compteur là s'il n'y a pas de monstre qui est généré, soit vous allez générer un monstre et puis réinitialiser le compteur. Donc forcément, si vous avez de la chance, vous ne générez pas de monstre, mais les probabilités chaque fois de générer un monstre au tour suivant, enfin la manche suivante, elles vont augmenter, d'accord? Parce que pour générer un monstre, il faut faire égal ou plus avec le dé. Donc chaque explorateur fait ça, les monstres ils sont générés sur des cases particulières en fait, de pop ici. Donc voilà, ça c'est un gros monstre, un très gros monstre qui a été généré ici. Et puis une fois que vous avez fait ça, il y a la phase de menace. Donc la phase de menace, c'est un peu comme une phase de mythe dans chacun des jeux. On lance un dé, comme pour les monstres ici en fait, si vous faites moins que le montant ici, vous diminuez et puis il n'y a pas de menace. Et puis si jamais vous faites plus, à ce moment-là, vous allez augmenter la menace. Cette menace ici, elle peut augmenter, donc, et puis quand vous arrivez au bout de cette piste-là, vous allez augmenter le niveau de danger. Alors qu'est-ce que ça a comme effet, ça? En fait, au tout début du jeu, chacun de ces paquets, vous allez mettre des objets d'un certain niveau, qui est le niveau de danger correspondant, donc le niveau 1. Donc on aura des fusils de niveau 1 ici, on aura des consommables de niveau 1 ici, on aura des artefacts de niveau 1, on aura des pièces d'armure de niveau 1, et quand on va générer des monstres, pareil, on a une pioche de cartes de monstres, donc ici, et au début on va prendre que des monstres de niveau 1. Donc, on prend que des monstres de niveau 1 pour générer des monstres quand le danger est de niveau 1. Puis une fois qu'on passe au niveau 2, on va prendre la carte de pioche de monstres de niveau 2. Et puis on va mélanger ça avec la défausse. Bref, on va composer une nouvelle pioche de monstres avec des monstres d'un niveau plus fort, vous avez compris. Et puis ça va être pareil pour les objets. Donc ici, il y a des... si je montre, ça c'est les pièces de niveau 2. Donc on va mélanger les pièces de niveau 1 avec les pièces de niveau 2. Et puis il y a du niveau 3, etc. etc. en fait. Avec les objets, ça va jusqu'au niveau 3. Et avec les monstres, ça peut aller plus haut. Donc c'est comme ça en fait que le danger
la menace en fait progresse dans le jeu, et c'est comme ça aussi qu'on peut s'équiper de plus en plus pour contrer cette menace. Et puis quand on a terminé cette phase d'horreur, il y a la phase où les monstres vont s'activer, donc ils vont se déplacer, ils vont nous taper. Voilà. Donc c'est très très simple, c'est vraiment à prendre en main, le jeu il est vraiment très très simple. On a un certain pool de points de vigueur pour accomplir nos actions. Une fois qu'on a accompli nos actions, on regarde en fait si les monstres sont générés. Et puis après, il y a la phase d'horreur. Et puis alors, pardon, je ne l'ai pas dit, mais à la phase d'horreur, si jamais vous loupez, si vous loupez en fait, vous tirez également une carte d'horreur. Il n'y a pas juste la menace qui augmente, qui peut avoir en fait, contrairement à la carte événement d'exploration, qui aura un effet négatif. Donc les cartes d'horreur, soit elles ont des effets continus, soit ponctuels. C'est des cartes qui peuvent par exemple donner des bonus aux monstres, donner des malus en fait aux explorateurs, etc. etc. Voilà. Donc la phase d'horreur, puis après la phase d'activation des monstres, puis après on recommence. Voilà. On boucle comme ça. Les objectifs, c'est des objectifs très très génériques qui s'appuient en fait sur la base des règles, en fait, sur le système des règles. Il n'y a pas de nouvelles règles en fait qui s'ajoutent pour accomplir des objectifs. Donc ce sera soit il faut activer la case chapitre, soit il faudra peut-être tuer un monstre d'un certain type, et puis activer la case chapitre, soit explorer un certain nombre de tuiles, parce que en fait vous avez la possibilité quand vous arrivez au bord ici, de mettre une tuile en fait à côté. Donc imaginons que je sorte ici, je pourrais piocher cette tuile là, puis je la mettrai là. Et puis on peut avoir jusqu'à un tableau de 2 par 2, donc 4 tuiles. Après il faut décaler les tuiles, et puis en fait on enlève tout ce qui est dessus, en fait, tout ce qui reste. Donc les monstres en fait comme ça sont défaussés, sont bannis. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très accessible. Les règles elles sont très très simples, les objectifs sont très très génériques. Peut-être il y a des objectifs qui vont vous demander plusieurs sous-objectifs en fait, comme c'est dans le cas de la deuxième extension, où il faudra, je sais pas moi, activer un établi, tuer des monstres et puis explorer. Il faudra faire les 3 choses, voilà. Donc, mais en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les objectifs ici reposent tout le temps, ou pratiquement tout le temps, sur des mécaniques de règles, sur des choses que vous faites de toute façon en jouant normalement. C'est juste des fois vous serez obligé de faire ça, ou obligé de le faire dans une certaine quantité ou dans un certain ordre. Voilà. Donc les objectifs sont assez génériques. Il n'y a pas que des objectifs, parfois il y a des actions que vous pouvez accomplir en plus, etc. etc. Pourquoi est-ce que je mets l'accent là-dessus? C'est parce que ça appuie le fait que ce jeu-là, c'est un jeu où le texte d'ambiance en fait qu'on a ici, et puis les textes qu'on peut avoir sur les différentes cartes, ils sont avant tout là pour ajouter à l'immersion. Et c'est pas un point négatif pour moi, ça fonctionne très très bien, mais ne prenez pas ça comme un jeu narratif, parce que justement, ce qui fait l'essence de ce jeu-là, c'est le fait que il faut bien calculer son positionnement, faut bien utiliser sa jauge. Ici, je l'ai pas dit, mais cette jauge d'essence, elle nous sert à payer des coûts pour activer en fait certains éléments. Donc, quand on joue à plusieurs, il faut savoir se répartir correctement les fouilles pour s'équiper, mais également les ennemis, etc., pour pouvoir réalimenter sa jauge, pour pouvoir activer des cases. Donc c'est, le plateau de jeu, il a un maillage qui est assez fin, et comme dans les plateaux où c'est comme ça, c'est très orthogonal, ou bien sous forme d'hexagone, comme dans un Gloomhaven, c'est que l'orientation du jeu, elle est quand même assez tactique. Alors,
Ça, c'était pour vous décrire globalement en fait comment marche le jeu, sans aller dans le détail des règles. Je vous ai pas parlé des combats. Il y a différents dés en fait, il y a différents équipements. Alors, il y a un truc que je pourrais quand même vous dire, c'est qu'une des forces de ce jeu-là, c'est la façon dont certains équipements peuvent se combiner. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des objets, comme ici par exemple un fusil, comme celui-là. Voilà, ça c'est un bon exemple. Et puis cet objet-là, eh ben, en fait, vous allez pouvoir ici le combiner parce qu'il y a en fait les icônes qui vont ensemble. Voilà. Donc en gros, vous allez pouvoir améliorer vos objets, les combiner, et puis ça va apporter des bonus. Pareil pour les armures, en fait, vous allez pouvoir avoir un plastron avec ici un icône qui va vous permettre de mettre un casque pour combiner votre plastron avec un casque, avec des bottes, etc., etc. Et ça, le fait de pouvoir combiner en fait ces objets et de s'équiper, c'est un des aspects qui est très intéressant dans le jeu et qui est dans la montée en puissance de son personnage et dans la construction de son personnage en fait. Voilà. Sinon, pour en revenir au combat, les combats sont extrêmement simples. Vous payez en fait un certain coût, vous lancez un certain nombre de dés, et puis vous allez comparer ça soit avec le montant de volonté si c'est un combat magique, soit avec l'armure si c'est un combat physique standard. Et quand les monstres vous attaquent, c'est exactement pareil en fait, voilà. Donc c'est simple, c'est vous tirez des dés, vous faites une touche, vous faites un point de dégâts si vous réussissez à avoir plus que le seuil, et pour les monstres c'est pareil en fait. Voilà. Donc, quand vous combattez des monstres, vous regardez les seuils des monstres, et puis quand les monstres vous combattent, vous regardez votre seuil à vous. Voilà. Donc mécaniquement, c'est vraiment aussi simple que ce que je viens de vous dire. Il y a 2-3 subtilités en fait. Mais ce livret-là contient absolument toutes les règles en fait. La seule chose qu'il n'y aurait peut-être pas ici, c'est simplement les règles de priorité de déplacement des monstres. Mais elles sont vraiment très très basiques. Elles sont décrites vers la fin du livre de règles. Ça prend une page ou une page et demie, je ne sais plus. Hormis ça, ça résume vraiment l'exhaustivité des règles, complète. Alors, ceci étant dit, donc maintenant, si jamais je vous donne un petit peu plus un feedback sur ce jeu-là, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc. Si je parle du matériel, par exemple, pour commencer par quelque chose de simple. Alors le matériel, moi je trouve de très très bonne qualité. Les illustrations des monstres, on le verra peut-être pas là parce que j'ai fixé en fait le niveau de... J'ai fixé la mise au point, mais les monstres sont super jolis en fait. Les cartes monstres sont super jolies, sont super belles. C'est un petit peu dark comme ça. Les illustrations ici sont très jolies. Les tuiles sont très bien illustrées. Les héros aussi en fait. Donc c'est très très bien. On a des standees à la place d'avoir des figurines. Moi je trouve ça super. Les 2 extensions, la totale, tout tient dans la boîte de base, donc c'est génial. Moi je suis plutôt très enthousiaste là-dessus. Franchement, le matériel ici, c'est du... les plateaux en fait, comme celui-là, c'est du double épaisseur. Comme ça, vous pouvez mettre vos petits jetons en bois. C'est vraiment nickel. Rien à redire. Je suis très content qu'il n'y ait pas de figurines. Pour ce genre de jeu, il n'y en a vraiment pas besoin. Voilà. C'est vraiment... pour moi, un gros point positif. Alors, il y a peut-être 2 petites choses que j'aurais à redire. Mais c'est vraiment très très léger. Le premier, c'est sur les tuiles. Ce qui est un petit peu dommage. Alors, les tuiles, elles sont certes très jolies. Elles ont ce côté Lovecraftien et steampunk, en fait. Les deux aspects qu'on retrouve. Mais parfois, quand vous mettez des tuiles comme ça, les unes à côté des autres, il y a des transitions qui sont un petit peu abruptes. Surtout là, par exemple. C'est un petit peu dommage. Du coup, on a vraiment l'impression de se balader dans un donjon générique, très très générique, qui manque un petit peu... Enfin, esthétiquement, c'est joli, mais... ça manque un peu de personnalité, ou non, d'harmonie, on va dire. Pas de personnalité, mais d'harmonie, en fait. Voilà, quoi. Et ça aurait été bien d'avoir des tuiles avec des transitions, en fait, je veux dire, histoire qu'on ait l'impression de vraiment évoluer dans quelque chose un petit peu plus... pas réaliste, ouais, mais cohérent, on va dire. C'est un point mineur.
On aurait pu avoir des tuiles par exemple par palier de danger justement pour avoir des transitions comme ça qui soient facilitées. C'est un point mineur sur lequel je m'étais un petit peu attardé lors des premiers Kickstarter, puis qui avait fait que j'avais pas backé parce que je trouvais ça un petit peu dommage, puis finalement cette barrière je l'ai fait sauter, puis c'est pas un très très gros problème. Sur le matériel, l'autre petit truc que je peux vous dire, c'est que ici finalement j'ai slivé mes cartes. Alors normalement moi je sleeve pas mes cartes. Pourquoi je l'ai fait ici? Je vais laisser ça là. Parce que alors pour deux raisons en fait, on va dire. Normalement moi je sleeve pas mes jeux, sauf peut-être les JCE, parce que là on mélange souvent, et encore, pour Horror Arkham typiquement, pas les cartes de scénario, mais juste les cartes investigateurs, parce que là on fait beaucoup de mélange. Bon, ici c'est vrai que le fait de sleever, comme on doit remélanger en fait pendant le jeu certains paquets, parce qu'on rajoute en fait les niveaux 2, puis les niveaux 3 au paquet, au paquet au fur et à mesure que le danger progresse. Pareil pour les niveaux des monstres en fait. Ça c'était un niveau 1 qui restait. Le fait de sleever, ça permet de gagner du temps en jeu, voilà, parce que c'est pas un jeu dans lequel on fait une mise en place et après il n'y a plus rien, il n'y a plus de mise en place à faire. Bon, mais ça à la limite c'est mineur. Mais il y a un autre point qui m'a fait sleever en fait ce jeu-là, c'est que ici il y a tout qui est prévu, mais il y a tout qui est prévu pour être joué comme si on avait sleevé les cartes. C'est-à-dire que si jamais on a sleevé, ça prend pile la bonne taille. Et si on ne sleeve pas, comme ici les petits séparateurs des intercaleurs sont très petits, ben, les cartes elles se baladaient en fait. Et ça pouvait potentiellement pas mal plier des... Enfin, s'il y avait un risque de danger de beaucoup plier la carte. Enfin, je trouve, hein, ça dépend comment vous rangez votre boîte, mais j'ai eu des surprises 2-3 fois en déballant le jeu. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah, l'un dans l'autre, je vais également acheter des sleeves pour ce jeu-là. Et ça, j'aurais eu un rangement qui était un peu meilleur à ce niveau-là, j'aurais pas acheté les sleeves. Bon, à nouveau, ça, comme je le dis, c'est un point qui est vraiment mineur. Vraiment, vraiment mineur. Tiens, c'est bizarre là en fait. J'ai dû regrouper en fait des deux paquets là. Non, je l'avais mis ailleurs, bon pas grave. Ah oui, non, j'ai là. Excusez-moi en fait. Hop. Je range toutes. Voilà, donc ça c'est juste au niveau du matériel, les 2-3 petites choses. Après les cartes scénario, ben, là je les sleeve pas, et puis les cartes là, explorateur, je les sleeve pas non plus. Qu'est-ce que je peux dire ensuite pour vous donner un petit peu un feedback sur le jeu générique qui pourrait vous aider aussi, hormis le matériel, ben, le nombre de joueurs. Alors je pense que le nombre de joueurs idéal pour moi, c'est 3 joueurs, c'est-à-dire 3 explorateurs. Parce qu'à 3 explorateurs, on se gêne juste assez en fait pour récupérer du matériel, récupérer de l'essence aussi. Il y a juste ce qu'il faut comme équilibre pour avoir assez de monstres mais pas être trop débordé, pas partir complètement dans des directions opposées puis après c'est fastidieux. On a le choix de pouvoir rester ensemble ou de se séparer un petit peu. C'est là où c'est le plus intéressant je trouve. On peut y avoir de 1 à 4 explorateurs, mais 3 je trouve en termes de difficulté, c'est vraiment le bon niveau. Maintenant, l'écart type, il n'est pas énorme non plus. Si jamais vous y jouez avec 4 explorateurs à 4 joueurs par exemple, ou bien à 2 joueurs chacun contrôlant 2 explorateurs, ça marche très bien. Mais on va dire que 3 explorateurs, pour moi, c'est vraiment le sweet spot. Puis si jamais vous y jouez en solo, ben, prenez 3 explorateurs aussi, parce que 1 et 2, le jeu va être trop facile en fait. Vous allez vous équiper beaucoup trop vite par rapport à la menace qui grandit, et puis vous n'allez pas vous gêner, il n'y aura pas assez de monstres pour vous gêner. Ce sera un peu plus facile. Donc pour moi, 3 explorateurs, on va dire, c'est le sweet spot. Du coup, est-ce que je le recommanderais moi pour y jouer en solo?
Ben, si vous êtes en solo et que vous dirigez 3 explorateurs, comme le jeu est très très fluide, en fait, chaque tour d'un joueur, ça passe très très vite, vous faites vos 6 actions, c'est quelques secondes, hein. Bon, si un combat, ça peut être 1 minute, quoi, mais c'est vraiment très rapide. Euh, les objets n'ont pas des effets trop spécifiques, en fait, c'est assez facile de maîtriser plusieurs explorateurs. Donc je pense que oui, ça peut sans problème, c'est pas trop lourd pour y être joué en solo. C'est vrai que bon, il y a peut-être des jeux dédiés pour le solo qui sont plus adaptés que celui-là, mais ils fonctionnent très très bien en fait. Moi j'y joue à 3. Voilà, je trouve que c'est vraiment la meilleure configuration. Ensuite, sur la rejouabilité du jeu. Euh, alors, je vais parler un petit peu plus de ce côté narratif ou pas narratif. Les scénarios, en fait, vous les déroulez de façon très très linéaire. C'est-à-dire que quand vous avez un chapitre, vous passez à l'autre, puis vous passez à l'autre, puis vous passez à l'autre, puis vous passez à l'autre. Et puis les textes qu'on a ici, comme j'ai dit, c'est surtout des textes d'ambiance. Alors certes, il y a une histoire pour chaque scénario qui se déroule, mais le fait de connaître l'histoire, c'est pas ça qui va nous empêcher de rejouer en fait un scénario. C'est non plus pas ça qui va nous donner le plus de plaisir en fait en jouant un scénario. Donc pour le pire et pour le meilleur, pour les personnes qui veulent un jeu narratif, c'est justement peut-être pas un bon candidat. Pour les autres, au contraire, justement, ben, le fait que ce soit comme ça, c'est très bien parce que ça permet d'avoir une certaine rejouabilité. Vous allez pouvoir rejouer un scénario que vous avez loupé quelques fois, ou même que vous avez réussi, ça fait longtemps que vous l'avez joué, avec des explorateurs différents, il y aura des monstres différents, des tuiles qui vont arriver différemment, etc. etc. Je dirais que si jamais vous avez joué un scénario récemment et que vous décidez de le rejouer, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, pas parce que vous connaissez l'histoire, mais parce que potentiellement vous allez vous rappeler qu'autour du chapitre 3 ou 4, je donne un exemple, vous allez peut-être regagner toute votre vie. Donc là, vous allez peut-être pouvoir calculer en fonction de ça. En même temps, ça peut être un critère pour rejouer un scénario si vous l'avez loupé, parce qu'au contraire, ben, vous avez acquis une certaine connaissance pour le rejouer puis essayer de le réussir. Voilà. Mais je pense que les scénarios sont relativement rejouables. Maintenant, la boîte, elle contient que 3 scénarios. Je trouve que c'est pas assez. Chaque extension, on rajoute des scénarios. Donc la deuxième, ici, elle en rajoute 2. La troisième, elle en rajoute 3. Chaque extension rajoute également des nouveaux explorateurs, des nouveaux objets, des nouveaux monstres. Alors, si ce jeu vous plaît, il faut prendre la totale, en fait. Hein, d'accord. Et puis en plus, tout se range dans la boîte, donc c'est très bien. Donc moi, je pense que c'est un jeu qui peut avoir une très très longue durée de vie. Si vous y jouez pas, on va dire très très régulièrement. Alors, pour tout vous dire, chez moi ce jeu-là c'est un filler en fait. C'est-à-dire que c'est pas le genre de jeu sur lequel je suis et j'accroche et on y joue plusieurs fois de suite. C'est un jeu qu'on joue plutôt entre des jeux comme ce que je viens de vous décrire. Donc peut-être qu'à un moment je vais faire une campagne de Zombicide parce que actuellement ça fait un moment j'ai écrit une nouvelle campagne de Zombicide qu'on est en train de jouer. Ou bien d'autres jeux que je viens de recevoir, j'en sais rien, et puis ben, quand on aura fini ça, on fera une partie de Machina Arcana, et puis après on fera 2-3 autres jeux qu'on jouera un petit peu irrégulièrement, puis on fera une autre partie de Machina Arcana. Voilà, c'est totalement prémédité, ma façon de faire tourner ce jeu-là comme ça. Ça veut pas dire qu'il est moins bien que les autres jeux, mais ça me permet, vu qu'il y a peu de scénarios, de garder une certaine fraîcheur sur ce jeu-là, et puis ben, de prolonger en fait la durée de vie. Voilà. Maintenant, je pense de toute façon avec la totale, même si jamais vous y gérez régulièrement, vous avez de quoi jouer de très très nombreuses heures en faisant ou en refaisant des scénarios. Donc, comme c'est un jeu qui est tactique, comme c'est un jeu qui est en même temps un peu dungeon crawling, il est un peu particulier parce que les fans purs de dungeon crawling vont peut-être pas aimer, les fans purs de tactique vont peut-être préférer justement des Gloomhaven ou d'autres jeux qui sont plus riches et qui sont plus complexes, qui ont des, on va dire des timings en fait plus serrés. Mais moi justement ce que je trouve bien sur ce jeu-là, c'est qu'il occupe une place dans ma ludothèque qui est d'être un petit peu à mi-chemin entre plusieurs jeux.
Et donc, il est un petit peu différent. Et c'est ça qui est bien sur ce jeu-là, je trouve, un de ses principaux atouts. En dehors du fait de très bien fonctionner, hein, mécaniquement, c'est fluide, il est équilibré. Euh, il y a peut-être un petit truc sur lequel j'aurais à redire, mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'il est un petit peu différent, en fait. Et puis cette différence, ben, moi, je la trouve rafraîchissante, même si c'est du Lovecraft, ben, c'est du steampunk, donc ça change quand même un petit peu, voilà. C'est assez agréable, en fait, je trouve. Et puis, c'est vraiment le genre de jeu que vous pouvez faire, sur lequel vous pouvez faire deux trois parties, vous le laissez peut-être 2 mois sans jouer, vous le reprenez, et puis en quelques minutes, avec ça, euh, vous pouvez rejouer direct. Ça, c'est quand même très très appréciable. Donc, il est vraiment très accessible. Concernant en fait le côté que le jeu est bien équilibré, il est fluide, etc. Il est bien. Alors, moi, il y a juste une petite chose que j'ai à redire. C'est au niveau des cartes équipement que vous pouvez avoir. Comme chaque fois, vous pouvez tirer plus d'une carte d'équipement et puis un petit peu choisir celle que vous voulez. Soit en fait l'autre vous la remettez sur le tas pour qu'elle soit piochée la prochaine fois, soit vous la défaussez. On va très très vite tendre vers des cartes qui nous semblent être les meilleures. Et je trouve que toutes les cartes ne se valent pas. Et on pourrait dire que selon certaines situations, certains scénarios, bon bah là, il y a peut-être des cartes qui à un moment vont être plus utiles, puis à un autre moment moins. C'est vrai, mais quand même, il y a certaines cartes en fait qui ont systématiquement la préférence des joueurs. Du coup, il y a certaines cartes parmi les cartes équipement qui sont un petit peu des cartes mortes, je trouve. Ou alors, vous allez les garder parce que il n'y a pas mieux en fait. Entre deux choix moyens, bah, vous allez prendre un choix moyen, mais voilà, ça c'est le seul truc, c'est que tout n'est pas vraiment, bah, c'est un peu normal, mais il y a vraiment des objets qui sont un peu trop situationnels par rapport à d'autres. Et comme on a le choix des objets, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs d'avoir les permis, d'avoir le choix, systématiquement le choix des objets. C'est peut-être une règle que je vais adapter, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Ça fonctionne très bien comme ça, c'est équilibré, mais voilà. C'est le seul petit truc que j'ai à redire. Sinon, en termes de difficulté, ça va, hein. C'est un jeu qui est challenge, mais sans être trop trop dur, hein. C'est moins dur qu'un Contrée de l'horreur ou un truc comme ça, pour être dans un univers un petit peu familier. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce jeu-là? Ouais, il faut savoir ce que vous achetez en fait, voilà quoi. Moi, le fait qu'il soit, enfin, j'insiste, hein, le fait qu'il soit très immersif, le fait qu'il soit tactique, mais en même temps qu'il y ait de l'exploration et qu'on s'équipe, moi, vraiment, c'est un bon mixte entre plusieurs jeux que j'ai. Et c'est vraiment ça qui est plaisant. Et le fait qu'il soit pas narratif, pour moi, c'est vraiment pas un souci. Moi, je pense que pour un joueur solo qui veut être vraiment, ou parfois la narration quand on est en solo est plus importante que quand on joue à plusieurs. Moi, je le vois avec cet effet de mode, avec ces jeux qui sortent récemment. Même si jamais en fait mécaniquement il fonctionne très bien en solo, je sais pas si c'est un très très bon candidat en fait quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, on va dire quoi. Voilà. Par contre à 3, nous il y a une sorte d'émulsion qui se passe autour de la table et puis on se raconte notre aventure comme dans un Contrée de l'Aura ou un autre jeu, peu importe, qui est immersif mais pas forcément axé sur la narration. Et là ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà. Donc ça c'était ma revue pour Machina Arcana, un jeu qui est un petit peu à part et en même temps avec des choses qui ressemblent à ce qu'on a déjà vu ailleurs. Je suis très très content moi de ce jeu là et puis chaque fois qu'on y joue c'est super, les joueurs ils sont ravis. Donc moi j'ai pas vraiment de défaut majeur à remonter à ce jeu là, c'est pas forcément le meilleur jeu que je possède mais c'est un très bon jeu. Franchement c'est vraiment un très très bon jeu. Je l'aurais pas avec tout ce que je l'achèterais. Voilà, donc c'est dit ça. Hein. Je le garde pas parce que je l'ai acheté, mais là, si jamais je l'avais pas avec tout ce que j'ai en tête et que je connais, ben je l'achèterais. Et puis, si jamais je devais relever un défaut, qui celui-là est peut-être un défaut, bon voilà, on va dire factuel, moins, ou alors ça et encore ça peut être subjectif, c'est la durée des parties. Les parties, elles sont quand même très très longues, je pense. Si vous jouez à 3,
Dépiler tout un chapitre, ça prend quand même... ça aurait pu être plus court, en fait. Ça peut prendre plusieurs heures. Les extensions, qu'est-ce qu'elles rajoutent? Des nouveaux éléments, comme je vous l'ai dit. Ici, dans les deux scénarios, il y en a un qui a le mérite d'offrir le deuxième scénario, un embranchement, en fait. Alors, un embranchement, c'est vite dit. Hein. C'est un scénario qui n'est pas linéaire. Voilà. Normalement, la plupart des scénarios sont linéaires. Vous dépilez les chapitres les uns après les autres. C'est pour ça que l'histoire qu'on vous raconte, c'est... Vous n'avez pas de choix, en fait, en termes narratifs. Mais là, vous aurez des choix d'objectifs. Et le deuxième scénario, il est non linéaire. Mais voilà, il n'y a pas non plus des conséquences énormes, en fait. À la fin, ça se regroupe, quoi, en fait. Voilà. C'est juste, en fait, non linéaire en termes de choix d'objectifs, quoi. Et puis dans celui-là, ce qui est assez sympa, c'est que dans les cartes, ici, alors je ne vais pas vous les montrer pour les spoiler, il y a certaines cartes qui ont en fait des tuiles, comme ça. Je pourrais vous les montrer très rapidement peut-être. Et donc c'est une façon, ah bah tiens elles sont là, j'avais pas rangé le truc, c'est une façon originale de... voilà. Comme c'est le cas ici. Alors, certaines de ces cartes vont venir comme ça, puis d'autres vont venir à côté d'autres cartes comme ça. Donc c'est une façon originale d'avoir des nouveaux éléments des nouveaux éléments sur le plateau. Voilà. Sinon, ça rajoute en fait des nouveaux investigateurs, des nouveaux monstres, des nouvelles cartes horreur, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus d'informations pour savoir si jamais vous voulez acheter ce jeu ou pas, ou si jamais vous avez encore le temps de participer à la campagne ou pas. Et moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!